Merci à vous de m'avoir accueilli ici. Je vous donne la parole pour conclure cette matinée. Et merci à vous, cher Nathalie, d'avoir accepté de l'animer avec autant de bienveillance et d'humanité. Je voulais évidemment commencer par vous remercier l'ensemble des intervenants qui se sont mobilisés pour illustrer justement les actions qui sont déjà menées ou surtout qui vont être menées pour changer notre société et surtout pour nous préparer dès maintenant à ce changement. J'ai pu le dire lors de mon propos introductif, nous vieillirons tous. Et il est donc de notre responsabilité collective de changer nos comportements, de nous adapter, de rendre notre société plus inclusive pour l'avancée en âge. Je crois que vous avez pu l'entendre ce matin avec cette nouvelle stratégie interministérielle. L'objectif est clair. Nous voulons porter au sein du gouvernement des réponses concrètes aux préoccupations quotidiennes des concitoyens. D'abord, la première chose, nos concitoyens, et ça a été dit dans ces mots de conclusion, souhaitent participer, contribuer pleinement à notre vie collective et quel que soit leur âge. Nous garantissons le respect de leur dignité et de l'exercice de tous leurs droits, comme tous ceux de nos concitoyens, et je sais, chère Martine Gruer, pouvoir compter sur vous pour ce combat. Nous avons retenu des leçons de la crise sanitaire. Oui, la sécurité des personnes nous importe, mais de quelle sécurité parlons-nous ? Les états généraux des maltraitances nous ont permis de comprendre que souvent, les personnes voient l'insécurité des seniors, des vieux, comme une question qui se limiterait à des agressions sur la voie publique. Nous savons aujourd'hui combien cette question est plus complexe. Il y a quelques jours, cela a été dit, et Laurent Frémont a pu le redire à cette tribune, il nous remettait, avec Agnès Firmin-Lebaudot, son rapport sur le droit de visite. J'ai lu l'importance colossale des liens affectifs et familiaux pour que les personnes aillent bien, pour qu'elles restent elles-mêmes, pour qu'elles vivent et ne fassent pas que survivre. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons consacrer dans la loi le droit de visite dans les EHPAD. Nous savons aussi que l'exercice des droits n'est pas une évidence ni en établissement, ni à domicile. C'est tout le sens de la culture du contrôle que je souhaite développer dans le secteur. Ce n'est pas, et je le dis évidemment devant les professionnels, une culture de la défiance, mais au contraire, des assurances données aux personnes âgées, à leurs familles, aux professionnels. C'est pourquoi nous avons lancé, et nous maintiendrons dans la durée, un plan d'inspection-contrôle de nos 7500 EHPAD. C'est pourquoi nous avons renforcé les possibilités de contrôle des sièges des organisations gestionnaires. Et c'est pourquoi, plus largement, nous installerons sur chaque territoire un dispositif de recueil des alertes de maltraitance, d'où qu'elles viennent, pour que le circuit soit enfin clarifié, les responsabilités mieux assumées, les coopérations entre tous les acteurs beaucoup plus efficaces. Nous développons aussi l'engagement citoyen et associatif des seniors. C'est entre 65 et 74 ans que le taux de participation bénévole dans nos associations est maximal. Il est alors proche de 30%. Nos concitoyens, ils souhaitent vieillir chez eux. Nous devons sortir de cette logique binaire entre le tout domicile d'un côté et le tout EHPAD de l'autre et construire un véritable parcours résidentiel qui réponde à la diversité des besoins et qui respecte les choix des Français. Et nous partageons cette vision notamment avec le président de la CNSA que je salue, cher Jean-René Le Cerf. Nous proposons donc toute une palette de solutions pour laisser un libre choix de vie aux personnes. Nous les accompagnons dans l'adaptation évidemment de leur logement avec MaPrimeAdapt', une nouvelle aide à laquelle je sais que Luc Broussy est particulièrement attaché. J'y tiens. Nous garantissons aussi aux personnes en situation de handicap de pouvoir vieillir chez elles. C'est la promesse de la Conférence nationale du handicap, créer 5000 places dédiées aux personnes en situation de handicap qui sont vieillissantes. Nous développons des habitats intermédiaires, l'accueil familial, les résidences autonomie, les résidences-services, l'habitat inclusif, la cohabitation intergénérationnelle, moins connue mais que nous ont présenté tout à l'heure nos colocataires lilloises. Vieillir chez soi, dans les quartiers prioritaires, et je crois que la ministre l'a très bien rappelé, c'est aussi la mise en place d'une offre médico-sociale adaptée aux besoins des habitants des quartiers pour les sortir aussi d'une forme d'invisibilité. Quand on pense en général quartier, elle l'a dit, on pense jeunesse, on oublie en effet trop souvent nos vieux. Et il y a de la place pour toutes les offres, aussi pour tous les statuts juridiques, je tiens à le rappeler, à la seule condition de la qualité de l'accompagnement des personnes et des professionnels. Vieillir chez soi, c'est enfin, et peut-être surtout, pouvoir aussi sortir de son domicile, ne pas être assigné à résidence faute de mobilité. Vous l'avez vu, nous devons adapter nos villes, nos transports, tous nos lieux de vie. Nos concitoyens, ensuite, ils rencontrent encore trop de difficultés
pour réaliser leurs démarches administratives, connaître les services existants. Demander de l'aide, c'est difficile quand on n'a parfois jamais demandé de l'aide dans sa vie. Nous adaptons nos services publics en y remettant de l'humain. Nous développons une démarche d'aller vers pour aller au contact des citoyens les plus éloignés, pour les accompagner à réaliser leurs démarches administratives avec des bus France Service, accéder aux soins avec le déploiement d'un médicobus par département, ou encore avec des conseillers numériques dans les lieux publics pour lutter contre l'électronisme, qui d'ailleurs ne concerne pas que les personnes âgées, et former les personnes à l'usage du numérique. Nous simplifions les démarches administratives, qui s'apparentent encore trop souvent à un parcours du combattant pour les personnes âgées, pour leurs familles, en créant un guichet unique de proximité, le service public départemental de l'autonomie, et je salue son fervent défenseur, Dominique Libaud. Demain, un interlocuteur pour toutes les démarches. C'est bien ça la promesse que nous devons tenir, du lien, de l'humain. C'est aussi ça qui est évidemment nécessaire. Nos concitoyens souhaitent pouvoir accompagner leurs parents ou leurs grands-parents lorsqu'ils en auront besoin. Nous passons donc à la vitesse supérieure dans le cadre de la nouvelle stratégie aidant que nous avons présentée le mois dernier avec Fadila Khattabi pour mieux reconnaître leur rôle, les identifier, les repérer, ceux qui parfois s'ignorent, et donc mieux les accompagner et les soutenir dans leur quotidien. Nous avons bien la responsabilité de mieux prendre soin de ceux qui prennent soin des autres. C'est pourquoi nous développons 6000 nouvelles solutions de répit, nous renforçons les droits des aidants et améliorons l'accès aux bourses pour ceux aussi qu'on oublie trop souvent parmi les aidants, à savoir les très jeunes. Pour préparer cette France de demain, nous mobilisons donc tous les leviers à notre disposition, et ce sur plusieurs années. Vous l'avez vu, cette stratégie, elle est transversale, elle a été conçue dans une vraie logique interministérielle. Nous sortons donc enfin d'une logique strictement sanitaire ou médico-sociale, car le vieillissement est une question et doit être une question sociétale. Si le ministère des Solidarités et des Familles en a coordonné les travaux d'élaboration, la majorité des mesures de cette stratégie dépasse évidemment son seul périmètre et mobilise aujourd'hui près d'une vingtaine de ministères. Au-delà de la présentation de ces mesures, nous avons la responsabilité de nous assurer de leur bonne mise en œuvre opérationnelle. Dans cette perspective, je souhaite proposer à la Première ministre d'organiser de manière régulière un comité interministériel dédié au suivi de cette stratégie et à son amplification sur toute la durée du quinquennat. Face à l'ampleur du défi démographique, nous devons aussi avoir une vision à plus long terme et qui dépasse les échéances politiques. Comme la transition écologique, la transition démographique nécessite une planification. J'ai entendu la demande des parlementaires et des acteurs du grand âge. Oui, ils ont raison. Vous avez raison. Une loi de programmation du grand âge est nécessaire. Je m'engage donc à ce qu'elle voie le jour. Cette loi de programmation nous permettra de poser collectivement 3 questions majeures. Quels seront les nouveaux besoins liés au vieillissement de notre population à horizon 2030 ? Comment devrons-nous les financer et selon quelle trajectoire ? C'est ce travail que nous engagerons collectivement dès demain. Face aux défis démographiques, il me semble également nécessaire d'engager un travail de fond sur la réforme du financement des établissements d'une part et des services de l'autre. Les difficultés économiques des EHPAD et des services d'aide à domicile nous appellent à apporter, au-delà des réponses d'urgence qui ont été mises en place, le bouclier tarifaire, le fonds d'urgence, des réponses qui sont d'abord structurelles. En ce qui concerne les EHPAD, nous sommes en train de transformer leur modèle économique. Nous franchissons une première étape dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale en donnant aux départements qui le souhaitent la possibilité de fusionner les sections soins et dépendance. Si le texte est adopté, cette mesure pourra être testée avec les départements volontaires. J'ai souhaité, dès le début de l'élaboration du texte, que nous respections le libre choix des départements pour la mise en place des politiques publiques qu'ils mèneront en faveur de l'autonomie. Je crois que c'est comme cela que nous pourrons avancer en confiance, cher Stéphane Ossoulier. En ce qui concerne les services d'aide à domicile, je le dis très clairement, nous devons sortir enfin et de manière définitive dans les prochains mois de la logique de la tarification à l'heure qui mine les aides à domicile. C'est pour moi non seulement un sujet de simplification, mais surtout un enjeu majeur des conditions de travail de nos professionnels. Le système a atteint ses limites. On ne peut pas accepter qu'il conduise à ce que des personnes payent aujourd'hui pour avoir le droit de travailler. J'ai particulièrement été sensible aux travaux des 2 pilotes du CNR métier que je remercie très sincèrement,
Myriam El Khomri et Daphna Mouchenik. Je souhaite donc que nous puissions travailler à la refonte du système pour parvenir enfin à valoriser les temps dits invisibles, qui sont pourtant les temps indispensables. Les échanges qui interviendront dès la semaine prochaine lors de la reprise des débats sur la proposition à bien vieillir nous permettront d'ancrer dans la loi cet engagement de simplification des financements des services d'aide à domicile, et je salue l'engagement de ces deux co-rapporteurs, Laurence Cristol et Annie Vidal. Je lancerai immédiatement après des travaux en ce sens, en partenariat avec les départements, pour changer enfin en profondeur la tarification des services d'aide à domicile. Pour préparer la France de demain, nous avons besoin de toutes les forces vives de notre pays. Je pense d'abord à toutes les professionnelles, je le dis au féminin parce que ce sont d'abord des femmes, engagées pour accompagner nos concitoyens âgés. Je tiens à saluer le travail remarquable des professionnels du soin, du lien, du médico-social, sans qui les réformes que nous voulons porter ne peuvent pas se mettre réellement en place. L'intervention tout à l'heure de Rosine Nono, et vos applaudissements d'ailleurs, sont un beau témoignage de cet investissement au quotidien, ce travail que notre société ne voit pas toujours, mais qui est essentiel. Et il était essentiel pour moi de leur donner la parole, évidemment, aujourd'hui. J'en profite pour rappeler que nous avons créé en 2023 d'ailleurs la première journée nationale de l'aide à domicile, une journée créée à l'initiative de toutes les fédérations du domicile qui ont souhaité se mobiliser sous un même étendard pour valoriser ces métiers essentiels. Je vous donne donc rendez-vous à nouveau le 17 mars prochain pour une nouvelle édition et pour dire ensemble la reconnaissance qui est la nôtre aux professionnels. Nous le savons, l'ensemble du secteur souffre depuis de nombreuses années de difficultés de recrutement qui créent un cercle vicieux entre tension de recrutement, perte de sens, dégradation des conditions de travail et perte d'attractivité donc. Depuis 2017, nous travaillons à renforcer cette attractivité des métiers que nous devons mieux reconnaître, mieux valoriser et donc aussi mieux rémunérer. Nous avons réalisé des efforts de revalorisation qui représentent plus de 3,5 milliards de dépenses annuelles pour la branche autonomie, chère Caroline Janvier. Cela représente 900 000 bénéficiaires d'une revalorisation équivalente à 183 € net mensuels. Mais afin de mieux coordonner nos réponses sur l'attractivité et les conditions de travail sur différents champs du secteur, sanitaire, social, médico-social, je vous annonce aujourd'hui la création d'une délégation interministérielle aux métiers du social, du médico-social et du soin. Cette nouvelle délégation doit devenir l'interlocuteur privilégié de l'ensemble des partenaires et clairement identifiée au sein de l'administration. Elle sera pleinement dédiée à travailler de façon transversale les avancées en matière de qualité de vie au travail, mais également de revalorisation de nos professionnels, et donc spécifiquement les professionnels du champ du grand âge. Nous accorderons une importance particulière, vous l'avez dit, à la formation initiale comme continue. Les professionnels regrettent en effet qu'elle soit devenue obsolète. Il faut simplifier l'existant, améliorer le contenu de ce qui est enseigné, le respect des recommandations des bonnes pratiques professionnelles, la prise en considération du libre choix des personnes accompagnées, la reconnaissance de leur expertise propre et la lutte contre toutes les formes de maltraitance doivent devenir des priorités absolues de ces formations. Nous le devons aux professionnels d'abord et nous le devons à tous nos concitoyens qui bénéficient de leurs interventions au quotidien. Pour cela, le travail engagé dans la création d'un nouveau métier d'accompagnant autonomie permettra à terme de mieux qualifier les professionnels et assurer les mobilités entre le domicile et les établissements. Par ailleurs, je lance aujourd'hui, en concertation et à l'initiative des 3 fédérations d'employeurs d'EHPAD, la FEAP, la FHF et le CINERPA, des travaux autour d'un protocole d'accord entre l'État et les fédérations pour parvenir ensemble au recrutement des 50 000 professionnels en EHPAD à horizon 2030. Ce protocole sera inédit. Il permettra d'engager tous les acteurs dans la même voie, celle du recrutement des professionnels qualifiés dans nos établissements. Il ciblera les attendus en matière de recrutement et lèvera les irritants rencontrés trop souvent sur le terrain, notamment en recréant du lien entre les employeurs et le service public de l'emploi. Je pense aussi à nos associations, aux milliers de bénévoles qui agissent tous les jours pour accompagner les seniors. Nous souhaitons aussi reconnaître et soutenir le rôle des centres sociaux, des associations avec et pour les seniors. Coïncidence d'ailleurs, aujourd'hui, quand nous présentons cette feuille de route interministérielle, un contre-salon des vieilles et des vieux se réunit à Paris. Les associations et leurs bénévoles sont présents à la fois pour apporter une présence, une écoute, une aide concrète.
Il joue aussi un véritable rôle social, sociétal, pour signaler les besoins systémiques auxquels nous répondons encore trop mal. La lutte contre l'isolement social, qui tue, l'écoute téléphonique des maltraitances, l'accueil des personnes souffrant de troubles neurodégénératifs. Tels sont quelques exemples des actions évidemment essentielles que portent les bénévoles. Ils sont également aux avant-postes de certains constats et de certaines propositions. Je pense ici par exemple aux Petits Frères des Pauvres, dont je tiens à remercier l'engagement de son délégué général, Yann Lasnier, et à leur campagne sur la vie affective et la sexualité des personnes âgées, exemple parfait du rôle que les associations prennent sur un plan symbolique pour faire évoluer aussi nos regards et nos mentalités. Et je pense évidemment à vous tous, à tout l'écosystème du grand âge. Les enjeux liés au vieillissement sont de formidables terrains d'innovation et de création de services, de start-up, comme ça a pu être démontré. Ce sont aussi des emplois supplémentaires dans tous les secteurs commerciaux, publics, non lucratifs. Nous devons aujourd'hui mieux structurer cet écosystème du bien vieillir pour définir une véritable stratégie visant à coordonner l'ensemble des initiatives existantes, à donner une vision intégrée de toutes les dimensions, qu'elles soient scientifiques, sociales, économiques, culturelles, sanitaires, médico-sociales. Je veux que l'on regarde comment accélérer la modernisation du secteur du grand âge, mieux accompagner les différents acteurs et pourquoi pas créer un institut national du vieillissement. L'ensemble des acteurs sera donc réuni pour lancer officiellement cette mission qui s'appuiera bien évidemment sur les réseaux existants, associera les représentants des ministères de la Santé, de la Prévention, de l'Économie et des Finances, de la souveraineté industrielle et du numérique, de la recherche et de l'enseignement supérieur, parce que c'est cet esprit interministériel et transverse qui est au cœur évidemment de notre stratégie. Et je pense aux collectivités territoriales. Elles sont des partenaires indispensables pour mettre en œuvre concrètement ce grand projet de transformation de notre société au plus près de nos territoires, donc au plus près de nos concitoyens. Pour cela, nous avons besoin de l'engagement de tous les élus de notre République qui connaissent bien l'implication de nos aînés dans la vie sociale, associative, démocratique de leur territoire. Et je vous sais, chère Florence Thibaud-Doreno, très attachée à cette dimension. Ils sont déjà partie prenante pour adapter notre société au vieillissement et je tiens à les remercier. Ensemble, nous devons aller plus loin. C'est pourquoi je réunirai prochainement l'ensemble des associations de collectivités pour avancer concrètement sur la manière dont nous pouvons faire avancer cette stratégie et l'enrichir surtout de leurs propositions. Nous le savons, le vieillissement se manifeste de manière différente selon les territoires et nous avons la responsabilité d'adapter nos réponses aux spécificités et aux enjeux de chacun d'entre eux, ville, banlieue, campagne, hexagone ou outre-mer. C'est la raison pour laquelle aussi je tenais à donner la parole au président du département de La Réunion ce matin. Notre responsabilité est donc grande, transformer notre société pour réussir la transition démographique de notre pays. Notre ambition est là, faire de la vieillesse une véritable question de société et construire un pacte renouvelé entre les générations. Nous parlons souvent de la responsabilité que nous avons à l'égard des générations futures. Et c'est dans ce même esprit que nous devons être guidés à l'égard de nos familles, de nos parents, de nos grands-parents. Parce que nous ne pouvons pas manquer ce rendez-vous, parce que c'est maintenant, aujourd'hui qu'il se prépare, parce que c'est maintenant et ensemble que nous devons le relever. J'y mettrai, je crois que vous l'avez compris, toute ma détermination et toute mon énergie, mais j'espère surtout pouvoir compter sur les vôtres. Je vous remercie.